Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et pour les personnes qui nous écoutent en replay, on dit un petit coucou. On a une très très belle thématique aujourd'hui que je vais partager avec vous sur le coaching. C'est un sujet vraiment intéressant et on a beaucoup de questions sur comment on devient coach, qu'est-ce qui fait qu'on devient coach, comment ça se déroule dans les pratiques. Et puis, quand on commence à avoir des clients, comment ça se manifeste, de quelle manière ça s'organise. Donc, pour répondre à ces questions-là, je trouvais que c'était bien d'avoir un panel, d'avoir plusieurs coachs avec nous aujourd'hui, des coachs qui sont en pratique en ce moment et qui ont fait leur formation de coaching chez IDECOM. Donc, je vais vous présenter trois de nos coachs. Donc, il y en a plusieurs, bien sûr, mais trois qui sont là avec nous aujourd'hui, qui ont accepté de partager leur expérience et on est très content de les avoir avec nous. Donc, on a Ginette. Donc, je vais mettre Ginette à l'écran avec moi pour tout de suite. Bonjour Ginette. Bonjour Isabelle. Donc, Bonjour à tous. Ginette, tu es au Québec, tu es de la région de Saint-Marc, Saint-Marc des Carrières. Tu as fait ton cours de coach en deux étapes intéressantes parce que chez IDECOM, il y a la formation de coach, la certification de coach professionnel que tu avais fait en 2022, mais tu as rajouté à ça un parcours de PNL, de programmation neurolinguistique, ce qui fait que tu as fait un postmaître en coaching PNL que tu as terminé en 2023. Tu as aussi fait des exercices de mouvement oculaire avec le EMA, avec nous. Je suis très contente que tu sois là. Et je vais inviter maintenant Fanny à venir Merci. à l'écran avec nous. Donc, tu restes épinglée, hein, Ginette? On reste là ensemble. Bonjour, Fanny. Bonjour. Donc, Fanny, toi, tu es dans la région de Terrebonne, au Québec. Et puis, tu as fait ta formation là aussi, un petit peu comme Ginette, en deux étapes. Tu as fait la formation de certification de coach professionnel en 2020, en 2020, mais tu as aussi fait le hypno-coach, donc la formation en hypnose, puisque tu as fait un parcours complet en hypnose. Tu as aussi fait la PNL, donc un Ah ouais. démarrage de PNL. Et tu as aussi fait des mouvements oculaires avec le EMA. Merci Ouais. beaucoup, Fanny, d'être là avec nous. Et Ça là, me je fait plaisir. vais inviter Patricia à se joindre à nous. Bonjour, Patricia. Bonjour Isabelle, bonjour tout le monde. Donc, Patricia est de la région de Genève, en Suisse. Patricia, tu as fait un parcours où on a commencé ensemble, ça fait déjà pas mal d'années, en 2016, avec les formations en hypnose. Après, tu as fait aussi les mouvements oculaires, le EMA, et tu as fait ta formation certification de coach en 2023. Donc ça, je trouve ça très excitant parce que toutes les trois, vous faites du coaching en visioconférence avec vos clients, mais vous le faites aussi en présentiel. C'est pour ça que je me suis permise de dire les régions d'où vous êtes, parce que les gens peuvent vous contacter directement. Et pour les personnes qui le désirent, vos coordonnées vont être notées à la fin de la conférence. Vous pourrez prendre en note les coordonnées ou nous contacter directement sur info@lapnl.ca pour avoir vos coordonnées si jamais quelqu'un les cherche. Donc, j'aimerais chacune, si vous pouviez vous présenter un petit peu. On va commencer par ça, puis ensuite, j'ai tellement de questions à vous poser qui sont intrigantes sur votre parcours. Donc, Ginette, je laisse la parole en premier. Oui, moi je suis coach certifié PNL et moi c'est en développement personnel au niveau de la transformation inside out de l'être et j'accompagne les femmes dans leur développement au niveau dans une niche qui est au niveau de transition de vie et c'est c'est ça que je fais, c'est vraiment intéressant. Bon, écoute, c'est extra. Je te remercie beaucoup, Ginette. Fanny, je te laisse la parole. Merci. Donc, de mon côté, je suis hypnocoach et j'ai développé mon expertise autour du leadership personnel. Donc, vraiment apprendre à très bien se connaître et à ancrer un leadership qui est solide en venant faire la paix avec tout ce qui peut nous auto-saboter. Donc, j'ai creusé beaucoup les blessures de l'âme. Entre autres, je travaille sur le stress, mais en fait sur la gestion du stress. Donc, l'idée derrière, c'est vraiment d'enlever les saboteurs qui nous empêchent d'avancer.
Cool. Merci beaucoup, Fanny. J'invite Patricia. Je t'ai installée à l'écran avec nous et je te laisse aussi te présenter, Patricia. Alors, moi, je suis coach de vie et coach d'équipe. J'ai derrière moi 16 ans d'expérience en tant que kinésiologue, hypnothérapeute, animatrice d'ateliers d'écriture. Je suis aussi auteure de contes et aussi praticienne en thérapie symbolique. Et ma passion, ce sont les sagesses du monde. Je me suis intéressée aux contes depuis très longtemps. Et j'utilise la structure vitale du conte merveilleux pour créer des ateliers de développement personnel euh, et d'écriture de contes, et maintenant depuis peu pour développer et aider les équipes pour aller de l'avant et faire un travail d'introspection individuelle ou collectif. C'est super, hein, parce que chacun d'entre vous, vous avez votre créneau. Et c'est ce qu'on recherche aussi dans le coaching, hein, d'avoir son identité, d'avoir sa clientèle spécifique, d'avoir quelque chose qui vous convient bien. Patricia, si tu permets, j'aimerais commencer avec toi parce que je suis très curieuse, et puis les personnes qui nous écoutent aussi, de savoir qu'est-ce qui fait qu'un jour, on se dit, je veux devenir coach. Parce que tu avais déjà beaucoup d'expertise professionnelle dans ton cas. Tu avais déjà des choses fantastiques qui se passaient dans ta vie. Donc, peux-tu nous parler un petit peu, et puis je vais arriver aux autres aussi après, parce que j'ai la même question qui est intrigante. Qu'est-ce qui fait que quelque part, il s'est passé quelque chose qui t'a donné envie d'aller dans cette direction-là? Alors, il y a un moment donné où, après 16 ans de pratique, je me suis posé beaucoup de questions. Il y a eu des événements dans ma vie, des voyages qui ont provoqué aussi un intérêt parallèle. Donc, pour pouvoir être un peu plus mobile, j'ai décidé d'arrêter complètement mon activité de thérapeute. Du coup, j'ai augmenté mon temps de travail que j'avais en petit pourcentage à côté de ce que je faisais. Je me suis dédiée pendant jusqu'à 2022, je dirais, à, à différentes études, et introspection personnelle. Et j'ai souhaité revenir sur la scène avec les contes, mes ateliers d'écriture, d'analyse de rêves et d'accompagnement. Mais je me suis rendu compte que l'accompagnement comme ça en l'air, ça n'allait pas du tout. Donc il fallait donner du corps aux activités que je proposais. Et puis, il fallait que j'apprenne une méthode et que je sois capable d'avancer pas à pas avec quelque chose de cohérent et qui a du sens. Il me manquait clairement la formation de coach. Mhm. Patricia, tu sais, les gens ont bien entendu que dans ton cas, tu étais aussi thérapeute avant. Donc, toi, tu sais qu'il y a une différence, bien sûr, entre le côté thérapeute et le côté coach. Au moment où tu as pris la décision de devenir coach, c'est parce que la méthodologie thérapeutique te convenait moins, te convenait plus, ou il s'est passé quoi exactement? Alors, dans mes 16 ans de pratique Oui, et d'activité de thérapeute, donc j'ai d'abord commencé comme kinésiologue. Et ensuite, en 2011, comme hypnothérapeute, mais avec peu d'expérience, c'est suite à la formation que j'ai faite avec toi plus tard en 2016, hein, c'est oui, ça? en 2016. Voilà. Et que je me suis rendu compte qu'il y a eu un changement de qualité dans la relation thérapeutique avec mes clients ou mes patients, hein. Je ne sais pas comment vous dites, vous avez envie que je dise. Dans le sens que tout d'un coup, l'hypnose avait vraiment le vent en poupe à ce moment-là. Tout le monde commençait à vouloir faire de l'hypnose. Et j'ai trouvé que les gens qui venaient me voir comptaient énormément sur l'hypnose, beaucoup plus que sur eux-mêmes. Mhm. Et parce qu'un ami avait fait de l'hypnose, il voulait la même chose. Il y avait comme une sorte de décalage, une sorte de distance entre ce qu'il souhaitait développer à l'intérieur et l'appui qu'il pouvait prendre sur quelque chose d'extérieur. Et voilà, c'est suite à ça, c'est vraiment une configuration, hein, c'est suite à cette déception-là, on va dire, euh, peut-être la fatigue de... En Suisse, c'est pas si évident que ça d'être indépendant, donc il m'a toujours fallu avoir un côté 50% avec un travail salarié et 50% avec mon travail indépendant. Euh, et c'est plutôt réussi, on va dire. Oui. Mhm. Euh,
Et il y a eu une expérience, des voyages qui font que j'ai voulu connaître autre chose, découvrir autre chose, et j'ai laissé de côté tout ce que j'avais fait jusque-là pour une sorte de redémarrage. Et je Mhm. pense que c'était utile, c'était cohérent. Si je reviens en arrière, est-ce que je regrette? Peut-être, parce que l'articulation maintenant est plus difficile, mais en même temps, non, parce que j'ai vraiment, qu'est-ce qu'on va dire, incarné tout d'un coup l'esprit du coach, tout ce qui va avec, et c'est justement ce qui me déplaisait dans ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Mhm. C'est intéressant de réaliser que c'est une autre approche et c'est ce qu'on va parler d'ailleurs. Je te remercie beaucoup. Je vais inviter Fanny à venir maintenant avec nous. Fanny, donc tu as entendu la question que tout le monde veut savoir, là. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à un moment donné en disant, bah là, je pense que j'aimerais coach. Ben, dans mon cas, sans recul, il y a très longtemps, j'avais débuté des études universitaires en psychologie. Donc, on remonte quand même il y a plus de 30 ans. Puis, je me suis rendu compte tôt dans mes études que ce mode d'accompagnement-là ne convenait pas à ma personnalité. Donc, j'ai mis de côté, j'ai fait autre chose et j'ai rencontré dans ma vie différentes problématiques de santé physique, santé mentale. J'ai vécu de la violence conjugale aussi. Puis, j'ai vraiment su rebondir et ma médecin m'a suggéré il y a 5 ans d'utiliser mon expérience pour pouvoir aider d'autres personnes à rebondir aussi puis à prendre leur vie en main. Donc, je me suis questionnée sur ce que je pourrais faire pour pouvoir aider les gens. Puis c'est là que l'idée de retourner à un métier d'accompagnement m'a traversé l'esprit, mais j'avais envie de faire quelque chose qui était plus dynamique, ancré dans le moment présent. Et donc, mes recherches m'ont amené vers le coaching. C'est à ce moment-là donc que j'ai trouvé IDECOM International. Je trouvais que c'est une école qui avait l'air solide avec une formation avec beaucoup de contenu. Puis voilà, je suis devenue coach, j'ai ajouté l'outil d'hypnose à travers ça. Puis ça fait 4 ans que je pratique à aider d'autres personnes à rebondir à leur tour selon les différentes problématiques de leur vie. Mm. Merci beaucoup, Fanny. Je vais inviter Ginette. Hello, Ginette. Et dans Oui. ton cas, qu'est-ce qui a été l'appel? Pour moi, suite à une maladie de cancer, j'avais choisi je m'avais posé des questions existentielles et j'ai pris une formation d'expert consultant de la loi d'attraction. Et à un moment donné, en 2018, j'avais émis l'intention d'amener mon entreprise puis comme experte puis coach que je nommais, mais j'avais pas de certification à ce moment-là, de l'amener à un niveau supérieur, plus professionnel. Et en 2022, j'ai déménagé au Québec. Et j'avais comme mis de côté un petit peu toute cette affaire-là de coaching pour me placer. Et un bon matin, je me suis réveillée. C'était comme un appel de mon être profond. Je me suis levée. Bon, c'est un matin que je m'inscris pour faire ma formation de coach professionnel. Puis j'ai contacté une amie qui, elle avait déjà, elle était déjà coach. Puis j'ai demandé à quelle école qu'elle avait étudié. Puis elle était dans un autre pays. Puis elle m'a répondu tout de suite. Puis Isabelle, je t'avais déjà vu en vidéo. Puis je trouvais que tu avais une belle, belle personnalité. C'était vraiment plaisant de t'entendre ce que tu disais. Et tout de suite, je t'ai contacté, puis on a jasé ensemble. Puis c'est là que j'ai décidé de m'inscrire comme dans cette formation-là. Puis aussi, entre-temps, j'ai démarré le PNL au printemps, puis à l'automne, j'ai démarré, en 2022, j'ai démarré ma formation de coach. Mm. Je suis Ginette, tu as un petit accent, donc juste pour que les gens sachent d'où tu viens avant de procéder. du Nouveau-Brunswick. Nouveau-Brunswick, Nouveau-Brunswick, oui. une J'ai autre belle resté. province canadienne de Oui. chez nous. Merci beaucoup, Ginette. De mon côté, certains d'entre vous, vous le savez, mais je vais le partager avec les gens. Moi, quand j'ai commencé à faire du coaching, le coaching démarrait. C'est-à-dire que le mot coaching n'existait pas à l'époque. Quand j'ai commencé, je faisais de l'accompagnement. J'ai toujours fait de l'accompagnement. Mais ce qui m'a plu,
dans la méthodologie ou dans cette façon de penser. Comme je faisais déjà la PNL et que c'était dans la même lignée, c'est cette vision d'orientation solution, c'est-à-dire d'aider, d'accompagner les gens à trouver leur solution en eux. Donc, je revenais à cette idée du docteur Milton Erickson, qui est le créateur de l'hypnose ericksonienne, qui disait qu'on a dans nous toutes les forces et les ressources. Donc, aider et accompagner les gens, mais avec cette orientation-là dont on parle toutes les trois en ce moment, qui est cette vision particulière. Ginette, je vais commencer par toi avec une autre question que les gens posent beaucoup. Tu sais qu'on commence un parcours, parce que pour toi, c'était une autre carrière, comme d'ailleurs pour vous trois, hein. C'est la même chose. Quand on commence au parcours, ça demande du temps, de l'énergie, de l'argent, c'est un investissement à plusieurs niveaux. Comment tu as vécu cette expérience-là? Est-ce qu'à un moment donné, tu étais surchargé, tu as dû te planifier, t'organiser? Parce que c'est quand même un parcours sur plusieurs mois, là. Oui, ça prend de l'engagement puis d'être discipliné. Mhm, C'est certain que pour moi, là, j'en mangeais. Ça fait que le défi que j'avais, c'était de prendre des moments de ressourcement. Quand que le cerveau était dans un brouillard mental, là, tu sais, ça rentrait plus, puis il fallait que je prenne des moments, puis que je sorte, que je fasse autre chose. Pour moi, ça a été assez bien mhm, en planifiant dans mon horaire mes rencontres, parce qu'on avait de l'enseignement, on avait des pratiques supervisées, on avait des coachings entre pairs, on avait des coachings, des pratiques entre pairs, puis aussi des coachings avec des clients extérieurs. J'avais besoin d'être très bien planifié dans mon horaire, puis ça s'est bien fait parce que déjà j'étais toute seule, j'avais pas d'enfant, puis je me suis engagée à faire ce parcours-là mhm, pour moi d'abord, mhm. et après ça, voir si j'accompagnais les clients là. C'est Mm. bien ce que tu dis. Je vais ramener Fanny avec nous aussi à l'écran. Euh, Fanny, de ton côté, parce que toi aussi, tu l'as très bien expliqué, hein, il y avait un désir à travers ce que tu as fait. Et puis, tu as eu ton médecin en plus qui t'a poussé un petit peu, là. Tu avais un désir de partager et de contribuer à travers ça, avec ce que tu as vécu, ton expérience qui n'a pas toujours été facile, mais qui est très porteuse aujourd'hui. Donc, comment toi, tu as vécu cette expérience-là de passer de ce cap, de dire, je vais en formation, je mets les choses en place pour démarrer avec une nouvelle carrière? Ben, au niveau des études, tu veux dire? Ben, autant au niveau des études que, par exemple, Ginette a dit que dès le démarrage du cours, on vous demande déjà de faire des clientes et de commencer. Ouais. Donc, ça s'est passé comment, cette mise en place de tout ça pour toi? Ben, dans le fond, je me suis inscrite à l'école et la pandémie est arrivée en même temps. Donc, pour moi, ça a été un mal pour un bien parce que la pandémie nous empêchait de voyager. Puis dans mon travail, donc mes vacances, je pouvais les passer ici. En fait, j'étais forcée de les passer ici. Je suis quelqu'un qui voyage beaucoup. Puis en même temps, j'ai un travail salarié depuis 24 ans chez Emma Québec. Nos, dans le début de la pandémie, les vacances avaient toutes été annulées. Fait que j'ai accumulé des journées. Ça pour dire, j'ai accumulé des journées de vacances que j'ai prises pour les formations. Donc, en 2020, 2021, j'ai utilisé mes journées de vacances pour faire les formations. Ensuite, 2022, ça a plus été de soir et de fin de semaine que les cours se donnaient. Pour me donner un coup de main aussi pendant cette période-là, j'ai choisi d'avoir une femme de ménage qui venait à la maison à chaque 2 semaines pour le ménage, ce qui fait que j'avais pas à me soucier de ça parce qu'à un moment donné, il faut se ressourcer. J'allais à l'école, j'avais un travail à temps plein, j'avais quand même besoin de temps pour moi. Donc, j'ai décidé, ça l'a ajouté dans le fond à mon investissement de cours. J'ai investi aussi dans une femme de ménage. Puis, moi, j'ai commencé à pratiquer dès la semaine 1. J'ai commencé ma formation le 6 au 8 juin 2020 et dès la semaine suivante, j'avais une première cliente. Et c'était quelqu'un que je connaissais.
J'avais mis une annonce sur Facebook. Je débute une formation en hypnose à ce moment-là. J'ai besoin de gens pour pratiquer. Puis la rencontre a duré 40 minutes. J'ai fait avec elle ce que j'avais appris. J'avais rien de plus pour faire que 40 minutes avec elle. Mais à chaque semaine, comme ça, j'ai eu des gens dès le tout départ, ce qui fait que j'ai toujours pratiqué en même temps que j'étudiais. Mhm. C'est important ce que tu dis là parce que quand on fait une formation, le côté expérimentation et le côté pratique, ça nous permet d'intégrer. Et puis ensuite, c'est un développement d'un métier, d'une profession. Donc, il y a le développement de cette nouvelle carrière, on va dire, qui est là. Je te remercie beaucoup, Annie. Je vais remettre Patricia avec nous à l'écran. Donc, Patricia, comment ça se passe, ça s'est passé de ton côté, cette intégration et ce lien-là? Euh, alors moi, j'ai vraiment mis la formation en priorité numéro un. Donc j'ai informé aussi tous mes amis, ma famille, qu'ils passeront en deuxième et puis que c'est tout à fait possible qu'on se retrouve 8 mois, dans 8 mois, pas avec la famille, mais avec des amis. Donc j'ai vraiment bien su tenir mes limites. J'ai compris très vite qu'il y avait un rythme à tenir et il fallait être dans le bon rythme, c'est-à-dire pas toujours en retard, parce que c'est comme à ski, quand on skie moins bien que les autres, on est toujours essoufflé quand on arrive et les autres redémarrent. Donc c'était pas question que je sois dans cette dynamique-là. Et voilà, dès que j'ai pris conscience de la rythmique, en fait, je m'y suis tenue. Je suis studieuse, donc ça va, ça se passe bien. Je suis organisée, j'ai l'habitude de formation. Et j'étais extra motivée aussi, hein. Voilà, ouais. Dis-moi, Patricia, parce que dans la formation, vous apprenez à coacher. Donc, évidemment, tu es coach maintenant professionnel, mais vous vivez aussi les coachings pour vous. Donc, comment ça s'est passé par rapport à ça? C'était une plus-value pour toi de te faire coacher en même temps que tu apprennes à coacher? Oui, ça a été comme une sorte de danse permanente, en fait, pendant ces 8 mois de formation où soi-même, que ce soit dans les mentorats, euh, que ce soit dans le rôle de donneur de feedback, que ce soit dans le rôle de coacher, où il y a vraiment quelque chose qui s'installe dans la cohorte, hein, ce que vous appelez la cohorte, D'accord, dans votre groupe. d'accord, dans le groupe. Euh, on commence à se connaître de plus en plus, il y a un lien qui se crée. Et on voit l'évolution les uns des autres et c'est un réel plaisir que de recevoir des coachings, de pouvoir avancer, de bénéficier de l'expérience de certains ou des idées des autres. Ça faisait vraiment partie intégrante de la formation. Pour moi, c'était un plus. Important. Moi, je vois ça comme ça aussi, comme tu le sais, parce que tu l'as vécu chez IDECOM, vous pratiquez entre vous, entre pairs, mais dès le démarrage, comme Fanny a dit, on vous invite à avoir des clients et à commencer à pratiquer à l'extérieur. Mais vous avez aussi un coach professionnel qui est aussi enseignant chez nous, qui vous donne des coachings individuels. Donc, c'est à toutes sortes de niveaux. Et il n'y a rien de mieux que le vivre soi-même pour mieux guider quelqu'un d'autre. Et même, tu le disais tout à l'heure, quand on donne du feedback, on observe, on apprend beaucoup à observer les autres personnes aussi, faire leur accompagnement et leur coaching. Je te remercie beaucoup. Et je vais ramener Fanny. Euh, Fanny, j'aimerais bien savoir, quand tu as commencé, et là, parce que tu as fait des pratiques au début, et ça c'est très bien, mais à un moment donné, on passe du gratuit au, ben, on va recevoir quelque chose. Et des fois, les gens sont un peu inconfortables ou mal à l'aise dans cette transition. Comment ça s'est passé pour toi, ce moment-là? Ça s'est fait graduellement. J'ai commencé à charger des frais 6 mois après le début de ma première formation. C'était des petits frais, là. J'étais à 50 $ pour 1 heure, 65 $ pour 1 heure et demie. Donc, c'était la manne. Les gens venaient à ce bon prix. J'ai fait 1 an comme ça, puis donc au bout d'1 an, là, j'avais ma certification de coach était bien entamée, ma formation en hypnose était très avancée. Là, j'ai doublé mes frais, puis j'augmente un peu à chaque année. Ça l'a amené des gens il y a des gens qui se sont retirés du parcours d'accompagnement parce que là, ça devenait plus cher. Ça crée mon Dieu,
J'ai nettoyage en tête, mais je suis pas sûre que c'est le bon terme. Les Les gens gens vont qui faire le désirent, choix. Mhm. oui, il y a les gens qui veulent vraiment changer, investir en eux, viennent, je dirais, à peu près, peu importe le prix. Et ceux qui sont pas tout à fait prêts à changer, ben, reculent. Mm. Écoute, c'est bien que tu parles de ça. Si tu permets, je vais ajouter un petit quelque chose par rapport aussi à chez nous au Canada, au Québec en particulier. C'est que le coaching n'est pas remboursé par les mutuelles ou les assurances chez nous au Canada, mais l'hypnose, oui. Donc, c'est sûr que financièrement parlant, c'est un investissement sur notre bien-être, sur notre choix. Donc, quand les gens viennent en coaching, comme tu le sais, c'est une décision pour eux. C'est pour se faire du bien pour soi. Donc, l'investissement n'est pas subventionné. C'est dans ce sens-là. Maintenant, c'est sûr que si les gens sont à leur compte, ils peuvent le placer à 100% dans leurs dépenses d'entreprise, mais pas si c'est à titre personnel. Mais comme l'hypnose, si on est membre de certaines associations, aussi au Québec et en Europe, dans certains pays, c'est à peu près la même chose, on peut remettre des reçus qui vont être remboursés par certaines compagnies d'assurance, mais ce n'est pas le cas de tout le coaching en lui-même. Donc, c'est très, très bien que tu as commencé tout de suite et que même avant d'avoir terminé ta formation, et c'est ça que j'entends, que tu as déjà pu aller prendre un petit peu d'argent pour rembourser aussi ton investissement à toi, qui était de Oui. ton temps, mais de tes études et la femme de ménage qui a été avec. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Je vais ramener Ginette. Ginette, dans ton parcours, quand tu as commencé à recevoir des clients, comment ça s'est passé pour toi? Ça a été quoi les défis ou les challenges ou les bons moments de ton démarrage? Déjà au départ, j'avais comme déterminé un peu quel type de personnes au niveau de mes clientes étoiles. Moi, j'appelle ça les clientes étoiles de façon comme tu disais tantôt, d'avoir l'engagement de la personne, OK? Que la personne s'engageait réellement à faire des transformations, puis à collaborer, parce que la collaboration est très importante. Travailler ensemble, puis euh, c'est certain que les défis, c'était au niveau de la gestion du temps par rapport à planifier des temps avec les clientes et qu'elles suivaient. Si elles prenaient rendez-vous, que, tu sais, j'ai eu Mhm. des annulations dernière minute qui étaient pas évidentes parce que à ce moment-là, tu sais, je me préparais pour recevoir la cliente, puis il y avait une annulation. C'était ça qui était le plus mon défi à ce moment-là. Donc, tu as appris assez rapidement à placer des cadres de fonctionnement, à dire ce qui te convenait, ce qui ne te convenait pas, puis à mettre comme des règles ou des façons de procéder. C'est ce que je comprends maintenant. Oui, puis de demander à la cliente, de dire à la cliente, si tu peux pas, si tu dois annuler la rencontre, s'il te plaît, m'avertir au moins 24-48 heures d'avance pour que moi, je puisse planifier pour ne pas enlever la place à quelqu'un d'autre qui pourrait en bénéficier, là, Exactement. Puis par mode de respect, on apprend ça aussi, hein, parce que c'est un métier, c'est votre métier. Donc, on apprend à se respecter puis à respecter les autres. C'est des ententes. Dans certaines écoles, comme chez Idecom par exemple, on vous encourage aussi à avoir des ententes. Donc, quand c'est en entreprise, par exemple, des contrats, et quand c'est en individuel ou en coaching personnel, de verbaliser ce que tu viens de dire. Tu sais, c'est en train de faire ça. Ensuite, tu as dit beaucoup de choses intéressantes parce que dans le coaching, en fait, on veut que la personne soit autonome. Donc, Mm. ton client étoile, je reviens sur le mot que toi tu utilises, là, l'étoile, que la personne puisse se responsabiliser, se prendre en main, parce que c'est l'orientation coaching. On aide la personne à se reconnecter avec qui elle est pour qu'elle trouve elle-même ses propres forces et ses propres solutions là-dedans. Mm. Je te remercie beaucoup. Je vais revenir avec Patricia. Patricia, je te ramène. Patricia, quand on commence à faire le coaching, quelles sont les questions qu'on a en tant que coach? Là, donc là, j'ai entendu Ginette qui parlait de placer les cadres avec la clientèle. Dans ton cas, qu'est-ce que tu as mis en place dès le démarrage de ton coaching? C'était quoi les choses importantes pour toi? Alors, dès le départ, j'ai envoyé des messages à mon entourage pour dire que je démarrais la formation
et que je cherchais des volontaires de façon à pouvoir pratiquer très, très rapidement. Et j'ai eu très vite une dizaine de personnes intéressées qui m'a contactée. Donc j'avais l'assurance de pouvoir continuer sans avoir à me soucier de chercher des volontaires, des clients volontaires pendant la formation. Euh, Au fur et à mesure, j'ai aussi construit tous les outils, euh, c'est-à-dire pour pouvoir travailler avec on a des outils, des éléments en plastique qu'on va mettre par terre pour faire différents exercices et proposer différentes choses. Donc, au fur et à mesure, j'ai mis tout ça en place. Donc, j'étais toujours à jour. Ça veut dire que dès que quelqu'un avait besoin d'un coaching, je pouvais au fur et à mesure proposer des choses. J'étais directement disponible avec ce que je venais d'apprendre. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidé. Mhm. Donc, le point important que vous nommez toutes les trois, c'est dès le départ, de démarrer, de proposer aux gens qu'on connaît. Et il y a toujours des bons volontaires qui sont prêts à tester, à expérimenter. Et puis, au fur et à mesure, ben, ça se développe à une clientèle en tant que telle. Patricia, dans ton cas, à un moment donné, c'est un petit peu comme pour Fanny, à un moment donné, on commence à demander de l'argent pour ça. Ça s'est passé comment, cette transition-là pour toi? Alors moi, j'ai attendu que je finisse le nombre d'heures requis pour la formation. Et j'avais proposé à tout le monde, en fait, une série de coaching, une série de sessions, 3, 4, 5 selon les besoins. Et en tout cas, j'ai pas coupé ces séries-là et demandé de l'argent en plein milieu. J'ai attendu d'avoir fini et puis que à partir d'une prochaine thématique, ben à ce moment-là, il y aurait tel ou tel prix. Et encore, il fallait que je sois d'accord avec les prix que j'allais mettre, vu que je faisais différentes choses. Mais ça s'est mis en place assez facilement quand même. Mhm. Et dès que je me suis retrouvée en position de pouvoir demander, c'est-à-dire j'étais en accord avec ma position de coach étudiante, avec le passage du coach qui peut demander un tarif en tout cas. Mhm. Et puis en même temps, ce que j'avais promis aux gens qui étaient volontaires, de façon à ce qu'ils ne soient pas lésés dans le volontariat et qu'ils puissent recevoir vraiment quelque chose de complet. Donc ça s'est fait assez facilement. Merci, Patricia. Je vais ramener Fanny avec nous. Fanny, là, on est maintenant on est coach. Là, là tu as le diplôme, c'est officiel, on prend les belles photos, on l'annonce. Donc, il y a la joie, l'excitation, et il y a aussi les défis. Il y a tout ce qui va avec. Donc, concrètement parlant, les gens veulent savoir ça aussi. Ça a l'air de quoi une session de coaching, là? En tant que coach, on fait quoi? Moi, j'ai construit avec le temps un questionnaire que les gens doivent remplir quand ils prennent rendez-vous. Je le reçois par courriel, je leur demande de me l'envoyer au moins 24 heures d'avance. Je couvre là-dedans, dans le fond, ce qui amène la personne à consulter, qu'est-ce qui cause cette problématique-là selon elle. Euh, je fais ressortir différents points. En tout cas, mon questionnaire a 3 pages. Ça me permet de me faire une tête déjà sur la charge émotive, les mots que la personne choisit, la problématique, la façon dont elle se perçoit. Si je vais faire ressortir certains métaprogrammes à l'intérieur de son phrasé. Fait que j'ai déjà ça en partant. Et lors de la première rencontre, on fait une révision du questionnaire. Je vais faire des recadrages déjà à partir de ce que je vois. Puis je vais proposer une orientation aux rencontres selon ce qui est là. Et un aperçu très sommaire du nombre de rencontres que ça pourrait prendre. Je m'engage pas à ce que le problème soit réglé en un certain nombre de séances. J'ai à la personne que selon moi, ça pourrait prendre environ tant de séances parce que j'ai des forfaits, j'ai un tarif à la carte. Si les gens s'engagent pour 5 séances et plus, c'est un peu moins cher. 8 séances et plus, c'est encore un petit peu moins cher par séance. Mhm. Première rencontre, toujours de 90 minutes. Et on se lance. Je vais intégrer de l'hypnose dans les rencontres quand je pense que ça peut être pertinent et que la personne est d'accord.
J'utilise aussi parfois le dessin pour faire parler certaines choses, le mouvement du corps. Euh, et donc, mes rencontres donc s'enchaînent. Quand on arrive à une rencontre subséquente, je commence toujours par qu'est-ce qui s'est passé depuis notre dernière rencontre, ou souvent, je vais demander de façon même assez précise comment telle chose a évolué, comment telle chose a changé, pour tout de suite suggérer qu'il y a une évolution. Et la personne, ça l'oblige à aller chercher qu'est-ce qui a pu changer. Puis, donc, on va faire un petit débriefing par rapport à ça. Et bon, avec quoi tu arrives aujourd'hui? Est-ce que tu avais identifié quelque chose sur lequel tu veux qu'on travaille? Puis c'est ce qui va orienter la rencontre. Des fois, il y a des gens qui savent pas du tout. Ça va être quoi l'étape suivante? Donc, ben, je sais pas, je me fie à toi. Fait que là, ben, moi, j'ai des notes assez détaillées dans mon ordinateur pour chacun de mes dossiers. Bon, ben, selon ce que tu m'as dit au point de départ, il y a ça sur lequel tu veux travailler. Qu'est-ce qui t'anime le plus aujourd'hui? Quand je te parle de ça, je te fais fermer les yeux souvent. Quand je te dis telle chose, telle chose, telle chose, qu'est-ce qui vient chercher? Qu'est-ce qui crée quelque chose de vivant à l'intérieur de toi? On va travailler là-dessus. Fait que c'est pas mal comme ça que je fonctionne. Merci beaucoup. Je vais ramener Ginette avec nous. Ginette, tu parlais tout à l'heure donc des choix aussi des clients. Et ça, je trouve ça intéressant parce que c'est pas uniquement les clients qui nous choisissent, mais on a une intention. Comme dans ton cas, c'était une intention que ce soit des gens qui s'engagent, donc pas nécessairement ce qu'on appelle dans notre jargon des visiteurs, là, qui sont juste là peut-être pour quelqu'un d'autre, mais pas pour eux, donc des gens qui s'engagent. Est-ce que tu as vu dès le démarrage une orientation par rapport soit aux thématiques des clients ou par rapport à la clientèle? Ou est-ce que toi, tu avais déjà une idée de l'orientation exacte que tu voulais avoir ou c'est arrivé en cours de route? C'est arrivé en cours de route. Tu sais, en rencontrant différentes clientes, euh, euh, moi, avec ce que je ressentais, je me suis dit, oui, c'est le type de personne, puis surtout dans la transition de vie. OK? Moi, mon but, c'était d'amener la cliente à naviguer sereinement dans ces transitions de vie-là, dans ces expériences de vie-là, en vivant le plus possible la sécurité intérieure. Ça fait que pour moi, déjà au départ, je pouvais observer que j'avais des clientes. Parce que moi, au début, qu'est-ce que je fais? C'est que j'envoie un questionnaire aussi et on prend une rencontre à peu près de 30 minutes. Ça dépasse bien souvent gratuit que j'offre gratuitement pour discuter qui sont les défis, qu'est-ce qui sont les projets qu'ils voudraient réaliser, les aspirations. Puis à partir de là, moi, je vais faire comme un genre de, de croquis. Puis à la suite, là, je vais déterminer, OK, cette personne-là, tout dépendamment avec sa situation, qu'est-ce qu'elle vit, si moi, j'ai les compétences pour pouvoir l'accompagner dans ce domaine-là. OK? Parce qu'il peut y avoir comme quelqu'un qui vit un gros deuil. Moi, je couvre pas les gros deuils. OK? J'ai une collègue qui le fait. Ça fait que je peux référer à cette personne-là. Mhm. Moi, c'est de cette façon-là. C'est bien ce que tu dis parce que on est une communauté, hein, une communauté de coachs et chacun a son expérience et chacun a ses forces. Je te remercie beaucoup. Je vais ramener Patricia avec nous. Patricia, les gens ont souvent la question, c'est-à-dire qu'une fois que le client arrive avec, je sais pas, je veux changer de travail, par exemple, je sais pas trop où je m'enligne, ou bien j'ai un conflit relationnel avec un collègue, une fois que les gens arrivent avec un objectif, ça se déroule comment concrètement une session de coaching? Donc, le genre de questions qu'on pose et tout, de quoi ça a l'air? Donc, on va, on va, on va écouter, comme Fanny le disait, on va essayer de repérer certains biais de discussion. Pardon, j'ai la voix qui est en train de partir. Pardon. Euh, pour peut-être aller détecter des façons dont les personnes fonctionnent, si c'est plutôt, vont, par exemple, utiliser des généralités pour parler d'une chose spécifique, etc. On peut voir, on peut détecter des interprétations que la personne va faire et des difficultés qu'elle va, ou des obstacles qu'elle va se mettre elle-même pour la recherche d'un nouvel emploi ou de quelque chose comme ça. Et
c'est quelque chose qu'on va garder dans un coin quelque part comme indication. Mais après, à partir de l'état et la situation actuelle qu'on va faire nommer à la personne, on va chercher à qu'est-ce qu'elle veut vraiment obtenir du changement qu'elle souhaite générer. Parce que parfois, elle pourrait se rendre compte que c'est pas le changement de travail qui va apporter ce qu'elle souhaite, mais peut-être autre chose. Donc, on va être très spécifique et très à l'écoute de ce qui se passe derrière la demande initiale. Parfois, la personne part avec une idée et puis on va commencer le travail sur une autre. Mhm. Effectivement, hein, donc ça arrive des fois que les gens, à l'intérieur d'eux, et je parle aussi dans ton cas parce que tu fais aussi de l'hypnose, que consciemment, ils ont un désir de compréhension ou d'action, mais qu'à l'intérieur d'eux, leur inconscient, des fois, emmène aussi autre chose, qui est peut-être plus pertinent, plus important dans l'instant. Dans l'instant. Dis-moi quelque chose, Patricia, parce que dans ton cas, tu as plusieurs activités. Le coaching, c'est une des activités parce que tu es aussi conteuse, donc tu écris, tu fais de la formation. Comment concrètement ça se passe quand on a plusieurs activités comme ça? Alors, je pense que j'ai réussi à réunir toutes ces activités en une seule. C'est-à-dire que je propose des séances de coaching classiques, on va appeler ça classique, euh, soit individuel, euh, soit aussi en équipe. Mais j'ai aussi créé une variante d'accompagnement en appui sur la structure vitale du conte merveilleux. Donc, je propose du coaching en appui sur la structure vitale du conte. Et puis, dernièrement, j'ai aussi créé, parce que le besoin venait de l'extérieur, du coaching d'équipe en appui sur la structure du conte merveilleux. Donc, c'était euh, pour accompagner des personnes qui avaient un objectif. Et plutôt qu'on travaille avec une personne, je travaille avec un groupe de personnes vers leur objectif commun. Et, et ça a été vraiment une réussite et quelque chose de formidable. Donc j'ai pu voir le déroulement et du travail avec les comptes et du coaching. Et ça a été, je voyais pas la différence entre l'un et l'autre. C'était quelque chose de tout à fait unifié. Mm. C'est bien aussi que tu parles de ces notions de coaching individuel, aussi de coaching de groupe ou de coaching d'équipe. On peut aussi dire de coaching de familial selon le besoin. Parce que beaucoup de gens pensent que le coaching, c'est juste individuel. Mais on peut très, très bien, comme tu le fais en ce moment, hein, faire du coaching d'équipe ou du coaching de groupe aussi. Et c'est vraiment intéressant pour l'équipe. Mm. Et puis, ça se fait autant en entreprise qu'en privé, le coaching d'équipe ou le coaching de groupe. Je dis ça parce que des fois, les gens pensent que c'est que dans les entreprises où on travaille en équipe avec le coaching, mais on peut très, très bien, parce que toi, tu es aussi dans le domaine de la formation, avoir des groupes qui ne sont pas nécessairement en formation, mais qui sont des groupes de coaching d'équipe. Merci beaucoup, Patricia. Je vais rajouter Ginette à l'épingler. Donc, Ginette, dans les clientèles, les gens que tu as, parce que là aussi, à un moment donné, on a des affinités, est-ce que tu as remarqué en cours de route, parce que là, tu commences à être pas mal plus avancé maintenant, si tu as eu un changement de clientèle, est-ce que les thématiques ont évolué ou est-ce que tu as un créneau spécifique qui s'est peut-être plus concrétisé? Moi, c'est plus, tu vois, c'est plus dans la connexion au niveau de l'être, puis d'aller dans la connaissance de soi, puis la compréhension de soi, dans les expériences que les femmes vivent. Euh, Puis c'est toujours de les amener à cette autonomie-là, puis les habituer à aller chercher leurs propres ressources. Parce que j'ai remarqué que pour certaines personnes, ils ont comme une attente de recevoir les ressources, les solutions. Puis moi, je l'explique très clairement que j'accompagne, je vais valser avec la cliente, mais je vais le moins possible donner des solutions puis des ressources, je vais les amener à aller chercher leurs propres ressources à l'intérieur d'elles. Mhm. Et je vais dire, c'est beaucoup à l'écoute
puis l'observation de comment est-ce que la personne a réagi ou encore que dans ses paroles, dans ses gestes corporels aussi. Ginette, peux-tu me dire une ordre de grandeur, chaque personne étant différente, là, mais à partir de quel moment que tu as pu dire, OK, là, je peux en faire un métier? Ben, je pense que c'est en le vibrant parce que quand je fais une séance de coaching avec les dames, moi je les appelle les dames parce que je sais on a, c'est beaucoup plus qu'une femme. On apporte beaucoup comme contribution dans la société en tant que dame. Euh, c'est quand que je termine une séance de coaching avec une cliente, je suis pas épuisée, je suis pas fatiguée. Puis je me dis, ça l'apporte, et c'est ressourçant, c'est enrichissant des deux côtés, Mhm. autant C'est chez important la ce que tu dis. cliente que pour moi. C'est Ça important fait, ce que tu moi, dis. là, quand je Ouais. ressors d'une séance, là, je me sens, oh wow, oui, ça, là, vraiment, je suis dans ma posture de coach, je suis dans mon essence, puis c'est à ce Et moment-là. une des choses que j'entends souvent de nos étudiants, c'est un petit peu dans ce que tu dis aussi, donc je vais le partager, c'est qu'on est payé pour ça. Faire quelque chose qui nous plaît, qui nous fait du bien aussi à nous. On se Oui, ressource aussi à travers ça. Bon, je suis pas en train de dire qu'on n'est pas fatigué du tout, là, mais il y a cet aspect de valorisation parce qu'on fait quelque chose qui nous convient aussi. exactement. Ah, merci beaucoup. Je vais emmener Fanny. Fanny, tu sais, tu fais de la visio aussi. Donc, tu fais en présentiel, mais tu fais aussi en visio. Les gens, des fois, se posent des questions. Tu sais, c'est quoi la différence en présentiel, en visio? Comment toi, tu vis cette expérience-là en visio dans les coachings? Ben, ça se vit bien. Durant la pandémie, ce n'était que ça, Oui. en visio. Pour moi, il n'y a pas tant de différence entre le faire à l'écran que le faire en personne. L'énergie est là quand même. Je- pour moi, ça se passe très bien, en fait. Et donc, c'est bien qu'on parle de ça parce que j'ai souvent des questions par rapport à ça. Des fois, il y a des participants, des gens qui sont, eux, mal à l'aise avec le fait d'aller en visio, mais dans le concret, ça se fait très bien. Très Oui, bien. vraiment. Et je reviens aussi sur le fait que tu fais de l'hypnose, parce que souvent j'ai ce genre de questions par rapport aussi à l'hypnose. Si on le fait en visio ou à l'écran, il se passe quoi? Ben, on voit très bien. Et puis on met des fusibles. On a en hypnose un cadre de fonctionnement qui fait on installe une sécurité pour que même si on n'est pas à côté de la personne, même si elle est dans son inconscient, ça joue bien, ça se fait bien, c'est totalement possible. Donc autant en coaching, toutes les sessions en visio peuvent fonctionner très, très, très bien. Le seul défi qu'on a, c'est s'il y a une panne d'électricité ou autre chose. Mais ça, c'est le défi technique. Mais sinon, ça se fait effectivement bien. As-tu remarqué aussi dans ta clientèle, parce que toi, tu as des gens d'un petit peu partout aussi dans ce que tu fais, Oui. je dirais le défi soit de la langue ou le défi de la culture, par exemple. Comment ça se passe en coaching dans des cas comme ça? J'ai eu un défi linguistique une fois avec quelqu'un qui est d'abord anglophone, parlait français. Il y a des mots des fois qu'il comprenait pas. Et de façon très particulière, quand j'ai commencé la séance d'hypnose, je l'ai faite bilingue. Je parle anglais, mais pas de façon, pas couramment, là. J'ai un anglais pour me débrouiller quand je vais en voyage. Puis de façon naturelle, les mots me venaient pour aller dans son univers. Puis ça s'est fait en franglais, je dirais, la séance d'hypnose. Sinon, au niveau culturel, euh, des fois, un certain choix de vocabulaire, mais je m'assure d'avoir un français international quand c'est quelqu'un qui est plus européen. Sinon, je demande beaucoup les référents aux gens. C'est quoi leur référence à eux pour entrer dans leur carte du monde, en fait? Hmm. Ce que tu dis là, c'est important pour nous hein, dans l'accompagnement, c'est qu'on se synchronise vraiment à l'autre. Donc, c'est sûr que la culture est toujours un défi, mais on n'a pas besoin, nous, nécessairement, d'avoir la même mentalité ou le même système de croyance que la personne qu'on va accompagner en coaching.
Ça, tu le sais, puis tous les coachs qui sont ici avec nous le savent aussi. Donc, c'est un grand avantage. On n'est pas en train, nous, de dire à l'autre quoi faire, mais on l'accompagne à travers ça. Ce qui m'emmène aussi, parce que j'avais des questions, c'est bon, on a demandé à certaines personnes si vous aviez des questions avant même que la conférence commence, et vous pouvez écrire dans le chat vos questions, je vais les noter. Mais une des questions que j'ai eues, c'est comment est-ce qu'on peut être sûr en tant que coach qu'on guide nos coachés, donc les clients, dans la bonne direction? Donc, par rapport à ça, en fait, c'est parce qu'on les guide pas, dans le sens que on va suivre, on se synchronise, on va suivre les personnes dans ce qui est important pour eux ou pour elles. Il arrive des fois que l'objectif a besoin d'être clarifié ou que les gens pensent aller dans une direction et c'est autre chose, ou ils ont des belles surprises en cours de route. Mais c'est pas nous qui allons vraiment les guider dans la bonne direction, mais on va les accompagner dans la direction qui est la meilleure pour eux dans un moment donné. Et on fait ça dans notre méthodologie, justement, en posant des questions. Je vais ramener Patricia avec nous parce que, Patricia, toi, tu le sais très bien parce que toi aussi, tu travailles avec plusieurs cultures. Ça se passe comment dans cet accompagnement, comme je disais, de suivre et non pas parce que on peut faire de la formation, tu le sais, où on forme, donc on montre, on enseigne. On peut être consultant où on dit quoi faire. Mais là, le coaching, c'est une autre technique. Donc, ça se passe comment? En fait, on va toujours regarder avec le client ses besoins, euh, ses obstacles, ses craintes, ses croyances. Et c'est à partir de là on va travailler, on va suggérer des pas dans un sens ou dans l'autre, mais on va pas devancer le client ou lui suggérer quoi que ce soit. On est là pour qu'il puisse développer un questionnement interne et faire des prises de conscience par rapport à des obstacles qui peuvent exister ou qui peuvent se mettre eux-mêmes, et puis de les aider à chercher comment ils ont envie d'avancer à partir de cette nouvelle prise de conscience et de cette nouvelle vision de la situation dans laquelle ils ont envie de se diriger. Donc c'est vraiment un travail en collaboration et à aucun moment on est guide. Mhm. Euh, hmm. Je te remercie beaucoup. Je vais ramener Ginette avec nous. Ginette, tu sais, quand on coach de plus en plus, parce que là, tu coaches vraiment, tu coaches des vraies personnes qui ont des vraies choses à travailler. Il y a des moments donnés où les gens avancent, parce que c'est l'objectif, avancent vers l'atteinte de leurs résultats. Des fois, c'est plus long, des fois, c'est plus court, ça dépend de chacun. Comment les gens vivent avec cette durée et avec l'atteinte d'un but? Comment les gens vivent avec cette compréhension qu'ils vont avancer vers quelque chose? Euh, ça se passe assez bien. Puis, je me suis aperçue aussi qu'il y a des clientes qui ça les amenait à vraiment, lorsqu'ils finissaient d'une séance, que, ah, vraiment, là, me semble que j'avance, puis que sont vraiment, le mot qui me montre, c'est épaté de voir qu'ils font qu'elles font des prises de conscience, puis que ça les amène plus, plus proches de leur but, tu sais, de l'atteinte de leur objectif. Puis ce qui est important aussi pour moi là-dedans, c'est de m'assurer que quand ils avancent vers l'atteinte de leur objectif, que ça se fasse de façon écologique. Écologique. Parce que des fois, ils réalisent pas en choisissant, en mettant des choses en place, que ça peut affecter au niveau écologique dans tout le système pour eux autres, puis dans tout le système, là. Ginette, si tu permets, je vais définir le mot écologique parce que c'est un mot que nous, on utilise dans notre jargon, mais c'est Oui. pas tout le monde qui le connaît. Ça veut dire qu'on prend en considération tous les éléments du système, la famille, les collègues, toutes les personnes impliquées,
en disant que quand je veux atteindre un but, que ce soit approprié pour la personne, mais que ce soit aussi approprié par rapport à ses intentions vis-à-vis du système. Donc, l'écologique, pour nous, c'est la gestion des conséquences. On prend en considération quels sont les risques que la personne est prête à assumer ou à prendre en générant son changement. Comme par exemple, si c'est par rapport à trouver un autre emploi, ça veut dire qu'il y aura peut-être une période de transition, il y aura peut-être une période de chômage, il y aura peut-être, est-ce que la personne est prête à assumer ou à accepter cette transition-là, s'il y en a, parce que des fois, il n'y en a pas du tout. Des fois, la personne va tout de suite à un autre travail. Je te remercie beaucoup. Je vais rajouter, je reviens avec Fanny. Fanny, tu sais, on est justement dans le côté systémique. Est-ce que ça arrive des fois qu'on a plusieurs membres de la famille, dans ton cas, dans ton expérience, que tu as eu des références ou des collègues, des fois, qui t'ont envoyé un de leurs amis ou de leurs collègues? Oui, j'ai fait du coaching de couple à 2 reprises. Puis c'est arrivé que des gens m'aient référé des membres de la famille ou des amis. Oui, Donc, en tant que professionnel, c'est pas un souci parce que on est sous confidentialité. Et puis, c'est très bien séparé. Et puis, quand c'est du coaching, donc soit d'équipe, de groupe ou dans ce cas-ci de famille, ben, toutes les personnes sont consentantes, hein. oui. Elles sont là, puis elles l'ont décidé. J'aurais une question aussi par rapport aux récurrents. Donc, tu sais, des fois, les clients atteignent leur but, c'est l'objectif, hein, tu sais. Donc, j'y vais. Une fois qu'ils ont atteint leur but, est-ce qu'ils peuvent, dans ton cas, par exemple, revenir dans des coachings pour autre chose? Oui, tout à fait. C'est arrivé que des gens sont revenus me voir plus tard parce que là, il y avait une autre problématique, un autre enjeu. En ce moment-là, on repart avec autre chose. Puis c'est le fun parce que comme je connais déjà la personne, ça permet d'aller plus rapidement dans le règlement de la problématique numéro 2 parce qu'il y a plein de choses que je connais déjà de Oui, l'individu. Moi, j'aime bien ça. Pas que je souhaite que les gens reviennent s'ils ont des problèmes, là. J'aime bien oui. revoir les clients. Mais c'est que c'est possible une fois qu'on a atteint un but de dire, ben, je veux atteindre un deuxième ou un troisième, parce que des fois, on ne les atteint pas nécessairement tous en même temps, mais on peut travailler sur plusieurs objectifs. Sauf que habituellement, dans une session, on travaille sur un but, un objectif en particulier. C'est pour ça que quand les gens ont plusieurs objectifs, des fois, on fait, comme dans ton cas, des planifications sur plusieurs rencontres, en sachant Oui. d'avance que ça prendra plusieurs rencontres parce qu'il y a plusieurs choses à mettre en place. Je te remercie beaucoup. Je vais revenir avec Patricia. On va aller bientôt dans notre mot de la fin. Et puis avec ben, cette belle carrière qui est là devant toi, qu'est-ce que tu aimerais partager avec les gens qui se disent, j'aimerais moi aussi devenir coach? Qu'est-ce que tu dirais, Patricia, à ces gens-là? Alors, que c'est vraiment un super métier. Moi, j'ai adoré travailler, ou j'adore travailler avec les personnes en conscience, c'est-à-dire qu'elles-mêmes puissent vraiment réfléchir, chercher, avoir le plaisir et la satisfaction de partir dans une aventure personnelle et de découvrir toutes les possibilités, etc., de les surmonter. Euh, je pense que la méthodologie, justement, est importante. C'est important de ne pas partir n'importe comment, de connaître comment poser des cadres, euh, d'ailleurs, même les contrats que j'ai dû faire ont été très, très utiles. La compréhension de parties qui me paraissaient un petit peu théoriques ont été extrêmement utiles pour faire les choses professionnellement, avec une déontologie, avec une éthique. Euh, voilà, ça me permet moi aussi de pouvoir avoir confiance. Je propose quelque chose qui est professionnel et la personne peut aussi faire confiance parce qu'elle est dans un cadre où on va la recevoir de façon professionnelle. Donc moi, j'encourage toutes les personnes qui veulent faire une formation d'aller de l'avant. Moi, ça m'a permis en tout cas, je voyais pas très bien comment mettre en place différentes choses et à un moment donné, ça m'a vraiment donné du souffle dans mes voiles et j'y suis allée, quoi. Mm. Je te remercie beaucoup. Ginette, je te ramène avec la même question. Donc, qu'est-ce que tu aimerais dire ou partager à des gens qui disent, moi aussi, j'aimerais peut-être devenir coach?
Moi, je pense que au départ, si vous le ressentez vraiment dans votre cœur, dans votre ressenti, euh, c'est de foncer puis d'oser avancer vers ce magnifique métier-là de coaching, puis de vous informer de comment est-ce que ça peut se mettre en place, de vérifier aussi comment ça peut se mettre en place dans votre vie. OK? Puis c'est quoi votre mission, votre vision dans votre vie que vous voulez contribuer au niveau de l'humanité? Si vous avez la passion de l'humain, vous avez votre goût, c'est déjà de prendre soin de vous, parce qu'au départ, on commence par soi, et de le déverser vers les gens pour aider les gens qui vraiment, là, ils veulent vivre leur vie et non pas survivre, là, qu'on appelle. Fait que moi, je dis go for it. Merci beaucoup, Ginette. Je vais ramener Fanny. Dans ton cas, Fanny, qu'est-ce que tu aimerais partager avec les gens qui veulent devenir coach? Je dirais d'être très au fait sur le pourquoi. Donc vraiment d'aller chercher qu'est-ce qui vous anime à vouloir devenir coach. Parce que vraiment, c'est un métier sérieux dans le sens où il y a tellement de coachs de toutes sortes de choses présentement. Il y a des techniques en arrière de tout ça et il y a un sérieux derrière la pratique. Donc, d'être au fait avec son pourquoi, puis ensuite de trouver votre couleur à vous. Qu'est-ce qui fait que vous allez être unique dans votre pratique et de garder en tête d'être en formation continue, d'aller chercher des outils, de lire, de vous informer, euh, pour creuser votre niche, creuser votre sujet pour devenir le plus possible expert. Hmm. Je te remercie beaucoup. Je vais ramener Ginette et Patricia pour notre conclusion. Et j'invite les personnes à nous écrire dans le chat si vous avez des questions que je puisse aussi poser à notre panel en votre nom. C'est une belle aventure, je dirais. Du début de la prise de conscience que vous nous avez expliqué de vos changements de vie, d'orientation, de désir de guider, d'accompagner, de se poser les questions du comment faire, de se former, mais aussi de guider d'autres à travers ça, parce que vous coachez d'autres personnes en apprenant aussi le coaching. Et puis, ça prend du courage, on va le dire, là. Du dépassement des fois, hein, dépassement de soi aussi, du don de soi aussi, beaucoup de compassion ou de générosité, ou on pourrait dire de l'amour, à ce niveau-là, en tout cas, de l'affect, de côté du cœur, pour faire ce beau métier. Et puis, en plus, comme toutes les trois, vous faites autant en présentiel que en ligne ou à distanciel, de se savoir qu'on peut coacher des gens, peu importe où ils demeurent. Et ça, je trouve ça très intéressant qu'on a la possibilité de pouvoir faire ça aujourd'hui. Moi, quand j'ai commencé, ça fait déjà pas mal longtemps, je faisais des trucs au téléphone, mais on n'avait pas autant de possibilités qu'aujourd'hui. Je faisais aussi du présentiel, ce que je fais encore. Mais c'est un métier qu'on amène avec nous et qu'on peut faire partout. Donc, je pense, Fanny, tu disais que tu voyageais beaucoup. Peu importe où on est. Après, il y a la considération du décalage horaire, ce qui est un challenge. C'est un challenge pour moi, en tout cas, avec ma clientèle que j'ai un peu partout. Je sais que pour certains d'entre vous, ça l'est aussi. Mais qu'il y a cette possibilité d'avoir ce travail, ce métier qui satisfait des critères importants, des missions de vie, des valeurs essentielles que chacune d'entre vous, vous avez nommées, qui sont les vôtres, mais qui sont en commun, on va dire, avec les gens du métier de l'accompagnement. D'être là pour que les gens trouvent leur réponse, leur solution. Et puis, je reviens sur l'idée qu'ils deviennent autonomes. Moi, des fois, les gens me disent, entre les sessions, je m'auto-coach. Les gens apprennent de par les questions que je leur pose à se poser eux-mêmes ces questions-là. Donc, l'objectif, c'est aussi que les clients, que les personnes développent cette capacité de se auto-coacher eux-mêmes, pour eux individuellement. Mais c'est sûr que pour accompagner quelqu'un, vous l'avez très bien dit, ça prend quand même une bonne formation parce qu'il y en a qui s'autoproclament, mais qui n'ont pas de cours du tout et ça nuit beaucoup au métier ou à la profession.
Donc, vous êtes toutes formées, vous avez fait votre certification, vous avez vos diplômes, vous avez déjà des clients, vous obtenez une satisfaction personnelle, mais aussi professionnelle et aussi financière à travers ce que vous faites. Et je reviens sur le thème que c'est peut-être un des plus beaux métiers du monde, mais ça. Donc, je vais vous inviter chacune d'entre vous, peut-être pour le mot de la fin. Donc, Patricia, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose pour conclure notre rencontre? Alors, je pense que, en tout cas, moi, j'ai découvert à travers la formation de coaching un outil qui m'a apporté beaucoup de puissance. C'est comme si j'ai pu continuer une partie de ce que je faisais déjà avant, qui allait dans les profondeurs, mais là, ça a ajouté de la puissance, donc vraiment un volume euh, important. Et je me sens vraiment en confiance pour aborder. C'est vrai que j'ai aussi mon passé de thérapeute qui fait que j'ai l'habitude d'être avec des gens, d'être en formation, etc. Mais ça m'a donné une assurance et les moyens, en tout cas, de me retrouver en face de différentes cas de figure. Euh, et je suis assez épatée de cet aspect-là et aussi d'avoir pu vraiment jongler avec deux choses complètement différentes, qui est l'écriture d'un conte à partir d'une histoire personnelle. Du coup, j'ai pu le faire aussi avec des équipes qui ont écrit en collectif un conte d'une histoire de l'équipe, tout en utilisant des outils de coaching au milieu. Et c'est comme si on fait une tresse avec, et on rajoute un fil avec une couleur différente. Ça se voit absolument pas de l'extérieur que le fil est arrivé en dernier, quoi. Très chouette. Merci beaucoup, Et Patricia. merci Isabelle. Fanny, je vais revenir vers toi. Puis aussi, on a une question de Julie que je t'inviterai à répondre, Fanny. Quelles sont les différentes étapes de la formation? Donc, parce que toi, tu as fait la formation de d'hypno-coach, mais tu as fait aussi la certification de coach professionnel. Donc, si on parle de la formation de coach, certification de coach professionnel, qu'est-ce que tu aimerais répondre à Julie sur les différentes étapes que tu as suivies? Et que ça va loin dans ma mémoire, Julie. Euh, Écoute, c'est une formation quand même qui s'échelonne sur environ 9 mois. On apprend à mettre un cadre objectif, euh, toute la posture de coach, comment poser des questions, comment donner du feedback. Euh, il y a plusieurs techniques qu'on étudie, qu'on pratique. Il y a beaucoup de pratiques. C'est ce qui me revient. Je sais pas, Isabelle, si tu veux compléter. Moi, c'est ce qui me reste en tête, là. C'est parfait. Donc, effectivement, il y a des protocoles et des techniques. Il y en a quelques-unes que j'ai développées qu'on vous montre dans la formation suite à des expériences avec des clients. Comme par exemple, un exercice qui est comment dire oui ou dire non dans des situations. Parce que des fois, les gens ont de la difficulté à dire non et ça les affecte dans leur vie. Ou bien des fois, comme des recadrages, comme le recadrage des trois cerveaux. Des fois, les gens vont dire ma tête veut quelque chose, mais mon cœur veut autre chose. Ça crée de l'incohérence. Donc, j'ai développé plusieurs techniques que je propose dans la formation parce que ce sont des cas réels de choses que vous allez peut-être vivre aussi avec vos clients. Et vous êtes bien accompagné tout le long avec des superviseurs, avec des enseignants, avec des coachs qui sont formés. Et comme tu l'as dit, Fanny, c'est quand même sur une plus longue période. Donc, c'est pas une formation d'une journée ou deux, là, tiens. On parle d'une formation d'au moins une vingtaine de jours en présentiel ou l'équivalent, même quand on le fait en ligne. Et avec du direct, comme c'est aussi en ligne. Donc, des moments précis avec des heures précises où on se retrouve tous et avec aussi des écoutes en différé. Donc, avec des vidéos que vous écoutez. Et sur la plateforme, parce qu'on a une plateforme de formation en ligne, vous avez plein d'informations, des liens avec des articles, avec d'autres exemples, avec des vidéos et des démonstrations qui ont été faites aussi, parce qu'on appelle les coachs leaders, c'est-à-dire par des coachs expérimentés. Parce que ce qui est le fun, c'est de pratiquer entre vous, mais c'est le fun aussi de voir des coachs habitués à être en action et qui vous expliquent au fur et à mesure pour quelle raison j'ai fait ça, pour quelle raison j'ai dit ça, ou qu'est-ce que ça donne. Donc, vous apprenez aussi par modélisation à travers ça. Donc, il y a des très belles choses, Julie, là-dedans. Et pour les personnes intéressées, ben, vous contactez.
IDECOM International sur info@lapnl.ca. Et puis, on vous propose gratuitement de parler avec un de nos enseignants de la formation pour répondre à vos questions, répondre à vos questions. Donc, Fanny, quel serait ton mot de la fin avant que je laisse la parole à Ginette? Moi, je dirais deux choses, en fait, d'aborder la formation avec humilité, surtout si c'est un changement de carrière. Quand on est expert dans quelque chose depuis un long moment, de recommencer dans un nouveau domaine, je pense que ça demande de l'humilité. Et ensuite, de se faire confiance. J'ai été à un moment à me sentir imposteur dans le métier parce que j'avais pas de grandes études comme en psychologie, ce que j'avais débuté mais que je n'ai pas poursuivi. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que ce que j'avais à offrir, c'était pas de la psychothérapie, c'était vraiment du coaching et de l'hypnose, que je le faisais très bien. Ça, je vois les résultats chez les gens, puis ça l'a fait en sorte que cette impression-là d'être imposteur m'a quitté, puis ça a changé complètement la dynamique des rencontres. Il faut se faire confiance. Donc, je te remercie beaucoup, Fanny, pour ta contribution. Et puis, on vous dit à toutes, bien sûr, une belle continuation. Et Ginette, je reviens vers toi pour ce mot de la fin vis-à-vis du coaching. Pour moi, cette expérience-là que j'ai vécue, ça a été vraiment une transformation au niveau de mon développement personnel, une continuité parce que ça faisait au moins au-delà d'une vingtaine d'années que j'étais en développement personnel. Puis je m'attendais pas, ça a été au-delà de mes espérances de vivre cette expérience-là. Puis aussi, j'aimerais rajouter que le personnel, les enseignants, les coachs, c'est très compétent. C'est vraiment là. Ce que je peux dire, c'est comme avoir une main de fer dans un gant de velours. C'est vraiment comme Fanny qui disait tantôt que c'est une formation qui est très sérieuse, mais en même temps, on partage. Puis moi, ça m'a permis de développer encore plus cette solidité-là à l'intérieur de moi, une solidité de coach. Et je vois la différence quand je coach, puis quand je suis en dehors de mon coaching, j'ai pas la même thématique qui se passe à l'intérieur de moi, c'est complètement différent. Ça fait que je vais dire aussi, c'est de se faire confiance, puis de voir que ça, c'est comme un gâteau. Ça avance, on avance d'étape en étape, parce que quand on voit, si on verrait tout l'ensemble en même temps, ce serait trop. Mais de la façon que le programme est fait, c'est qu'on avance d'étape en étape pour faire un tout, puis après ça, ben, c'est beaucoup plus facile. Quand on termine, là, c'est comme si, hey, on a vu beaucoup de matériel, on a pratiqué, on a eu des rencontres avec l'enseignant qui nous donnait un feedback, puis ce que je trouve formidable aussi, c'est quand on a eu des mentorats coaching. Il y a des mentorats coaching que ça n'a pas fonctionné trop, mais quel apprentissage enrichissant, je peux dire que c'est merveilleux. C'est... Content que tu ramènes ça parce que là, les mentorats coaching, ce que c'est en fait, c'est quand dans la formation, vous pratiquez avec des clients de l'extérieur. Donc, on vous demande de prendre des clients, donc aller chercher des gens, demander à certaines personnes, et ils viennent dans la formation et vous les coachez. Et ensuite, vous avez du feedback des différents participants qui sont là et aussi de l'enseignant. Et c'est vrai qu'on apprend. L'objectif du feedback dans des cas comme ça, c'est qu'est-ce qui a bien marché, mais aussi qu'est-ce qui sont des pistes d'amélioration. Et c'est pas en lien avec le contenu du client, on s'entend, c'est dans la pratique de coaching. Donc, des fois, c'est comment mieux poser les questions. Des fois, c'est qu'est-ce qu'on a entendu ou qu'est-ce qu'on n'a pas entendu qui a été là. Dans la prestance aussi qu'on peut avoir vis-à-vis de l'autre personne. La clarification, des fois, de l'objectif. Il y a tellement de choses qu'on démarre, hein, qu'on ne sait pas. Mais avec le temps, comme tu l'as dit, parce que c'est comme c'est sur plusieurs mois, ben, on acquiert les compétences puis on les place les unes après les autres. C'est ça qui est merveilleux, ça s'enchaîne. C'est un petit peu comme ton gâteau que tu disais, il y a des étapes, mais à un moment donné, le gâteau est fait. Puis après, il reste à manger.
Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, Ginette. Merci à vous trois. Merci aussi à vous tous d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Sachez que si vous voulez plus d'informations, vous savez que vous pouvez nous contacter. Vous avez trois coachs fantastiques qui ont été avec nous aujourd'hui, qui font du coaching, qui font de l'accompagnement. Donc, je vous invite à communiquer avec les coachs. Vous avez leurs coordonnées à la fin de ce vidéo. Et chez IDECOM, on a formé des coachs depuis très longtemps. Ça fait des années. Donc, si vous cherchez quelqu'un qui a été formé, qui est professionnel dans l'approche, dans différents pays, parce qu'on a oublié de dire ça tout à l'heure, mais chacune d'entre vous, quand vous avez fait votre formation, il y avait des gens de différents pays qui étaient là. Donc ça fait partie je dirais, d'un avantage qu'on a de pouvoir parler avec toutes sortes de personnes dans toutes sortes de pays. Donc, si vous cherchez des coachs professionnels dans un lieu, dans un endroit ou dans un pays, communiquez avec nous, ça va nous faire plaisir de vous référer les participants qu'on a eu en formation et qui sont coachs professionnels aujourd'hui. Et moi, au nom de toute l'équipe d'animateurs, d'enseignants de chez IDECOM, c'est un privilège de vous former en tant que coach, de vous entendre en tant que coach, mais aussi de vous avoir comme client en tant que coaché ou en tant qu'étudiant, stagiaire, pour vous former à suivre votre voie, l'appel de votre cœur. Moi-même, je continue à faire du coaching. Des fois, les gens me disent toutes les semaines, je fais du coaching, même si je fais aussi de l'animation et de la formation. Et c'est une vraie passion, autant pour moi que pour les gens que je guide et j'accompagne, d'être en lien avec la réalisation de ce qui compte pour nous. Donc, merci à vous tous. Je vois beaucoup de merci à noter et à la prochaine. Bye bye tout le monde. Merci beaucoup. Bye. Merci.